Il était temps qu'on parle des futurs prospects NBA puisque nos jeunes joueurs se régalent avant de faire le grand pas vers les États-Unis. Certains y ont déjà joué, hein, bien sûr, je pense à Alex Sarr. D'autres vont découvrir eh bien, le pays d'Oncle Sam avec beaucoup d'espoir et surtout des mock drafts qui placent nos jeunes Français très haut. Pour en parler, on a donc un invité, c'est Romain Ostrich. Romain, on est ravis de t'avoir parmi nous. Bon, pour la petite histoire, t'es basketteur autant que nous, hein, c'est-à-dire un basketteur raté. Enfin, non, alors lui, il est... Attends, non, t'es dur. Lui, il était voué à une grande carrière. Pas moi, attends. Non, lui, à quoi Bon, Romain, alors on va quand même... Le mec, il est passé à l'INSEP quand même. Et alors Bah, c'est gage de réussite, ça? Après, il avait des genoux Playmobil. Ça, c'est... Ouais, comme on dit, les gars, les croisés. Voilà. Les croisés. Lui, pour le coup, c'est vrai. Pas moi, Ouais, attends. ouais, mais bon, Non, pour le coup, c'est vrai, Romain. Bon, après, on se connaît depuis très longtemps, donc c'est aussi pour ça que je t'embête. Ouais. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, Romain, et ben, qu'est-ce qui t'amène aussi à être parmi nous aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Écoutez, ça fait 6 ans que je suis basketball scout. J'ai commencé au Paris Basket quand le Paris Basketball s'est créé. JC Prat, Jean-Christophe Prat a repris le club à ce moment-là et en gros, il avait 2 semaines pour créer une team. Parce que bon, hier Toulon a donné ses droits vraiment à la fin de l'été. Donc mon associé, qui est un proche de Jean-Christophe, m'a appelé en me disant, gars, il faut vraiment monter une équipe, la première équipe de Paris, et peut-être monter le gros projet que David Kahn nous propose, quoi. C'est suivi des années de galère à construire à la fois le centre de formation, aider le club qui est très américain à comprendre les dérives et tout ce qui se passe dans le basket français. Jusqu'à aujourd'hui, en fait. Moi, j'ai stoppé le Paris Basketball la saison dernière parce qu'ils avaient un projet vraiment professionnel et pas, du coup, avec les jeunes joueurs. Et nous, on a monté notre société où on propose à la NBA, la NCAA et en Europe tous nos services sur vraiment les jeunes talents très jeunes, à partir de 12-13 ans, qui sont vraiment potentiels large NBA. Mais vu que nous, en France, on a la chance d'avoir vraiment des générations de folie, on en parlera plus tard, parce qu'on va rester sur les 2005 aujourd'hui et 2004. Mais ouais, il y a beaucoup de potentiel. Et donc voilà, mon métier aujourd'hui, après... cette petite courte carrière passée par le Pôle France. J'ai rencontré des mecs, Evan Fournier, Rudy Gobert, donc ça va, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer tout ça. Et même Thomas, une saison, une époque où on était affûtés. On était affûtés, on était beaux gosses, on était jeunes et les gens Et croyaient en ambitieux. nous, nos parents surtout. Hein, quoi, t'as dit? Jeune et ambitieux. Jeune et ambitieux. En tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes de la même famille aujourd'hui. Vraiment, vous êtes très beaux. Une grande famille, hein. Sur la terre, grande famille. Comme on dit dans le sud-ouest, le FC Pelach. FC Pelage. Bon, je vous propose maintenant qu'on entre dans le vif du sujet parce qu'on est là à déconner depuis tout à l'heure, mais le but, c'est de vous exposer à la fois les profils d'un point de vue factuel, mais aussi de vous donner nos opinions sur ces jeunes joueurs et sur ce qu'on imagine pour leur avenir, parce que c'est ça qui nous amène, ça fait des années qu'on le fait. D'ailleurs, on embrasse les copains d'envergure qui continuent le très bon travail et avec lesquels on continue à bosser pour construire tout ça. Donc, c'est important que je le dise comme toujours. Avec qui on fait les drafts chaque année en direct, qui nous amène très tard dans la nuit. Hein. Trop tard, mais en même temps, ça fait partie du job. Et Voilà, tout à fait. Allez, Allez, quitter bientôt d'ailleurs. on va regarder ensemble les 4 Français qui nous intéressent aujourd'hui. On va regarder surtout leur mock draft sur ESPN. Bah, forcément, il y a une mock draft qui sort très souvent ces dernières semaines. Et à chaque fois, nos Français, Alex Sarr et Riz Haché sont premiers. Tidiane Salin est 10e et Melvin Ajassa est 37e à l'heure actuelle. On va commencer avec Alex Sarr. On prend le temps de parler d'Alex parce que c'est le seul dont la... Alors, il y a aussi Melvin, mais pour d'autres raisons. Mais en tout cas, Alex Sarr a fini sa saison du côté de Perth. Donc, allons-y tout de suite. On va regarder ses aptitudes physiques. Ah non, tu veux commencer par ça? Très bien, mon Tom, très bien. On regarde donc ses placements lors des différents mock drafts. Donc, ESPN est numéro 2, NBA Draft.net numéro 4, Bleacher est 3 et sur envergure numéro 1. Avant qu'on aille chez Romain, dis-moi un peu, là, comme ça, d'un point de vue global, ce que tu as vu et ce que tu penses un petit peu d'Alex. Moi, je vois un joyau qui est très loin d'être fini. Et malgré ça, je vois un mec qui, déjà, chez les professionnels, arrive à avoir de l'impact. Voilà. On l'avait vu un petit peu avec la belle épopée en Coupe du Monde avec les jeunes en équipe de France. Chez Overtime, c'était compliqué de le voir à ce moment-là. Puis là, cette année, sur les quelques matchs que j'ai pu voir, je vois un mec qui a malgré tout un sens du jeu.
je vois un athlète hors norme, déjà, et je vois un mec qui progresse match après match. Et qui, malgré tout, même s'il lui reste encore beaucoup de choses à faire, je vois un mec qui fait déjà, je te dis, des stats chez les adultes. On rappelle quand même que c'est le frère d'Olivier Sarr. Tout à fait, Olivier Sarr. Donc la famille connaît le chemin pour aller en NBA. Non, Sarr, pas connaît. N'importe quoi. Il a 18 ans aujourd'hui et né en 2005. On l'a mis sur les postes 4 et 5. Ce sera intéressant de parler de ça. Sa taille, 2m16, son envergure, 2m23. Et son parcours, avant de... Il a grandi... Lui, il est de Bordeaux, grandi à Toulouse. Il est passé par le centre de formation du Real Madrid. Ensuite, il est allé aux États-Unis pour prendre un petit peu d'oseille. On parle d'un contrat à $100,000 à l'Overtime League. 2 ans là-bas. Avant d'aller dans le championnat australien, là où il y a beaucoup de prospects, dont la Melo Ball, qui sont allés ces derniers temps avant de faire le grand pas vers la NBA. Romain, tu es plutôt d'accord, j'imagine, avec ce que vient de dire Erwan. Parle-moi un petit peu globalement du ressenti que vous avez chez vous sur Alex Sarr. Ouais, on a un gros joueur. On va pas faire les chauvins, mais gros joueur, athlétique, qui a beaucoup bossé parce que c'est un mec au départ. Quand t'es grand, je pense que naturellement quand t'es grand, t'as toujours des problèmes de coordination. Surtout les deux frères qui ont été très grands, très jeunes, qui ont été très bien entourés. Parce que oui, le frère Olivier a été pro assez rapidement et du coup le petit frère a bénéficié de tout ça. Par le biais de coach individuel, etc. Toulousain, chauvin là sur ça, oui, Toulousain, parce que il est toujours accompagné, même en Australie, de Zeba Traoré, qui est le préparateur physique du Stade Toulousain. Donc du coup, qui a appris toute la coordination, vraiment tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment un travail de fond. Donc c'est, comme dit Erwan, c'est quelqu'un qui progresse tout le temps. Surtout aussi quelqu'un qui a eu, il a fait des grands clubs. Il a été mis en avant aussi très rapidement, donc il fallait aussi avoir cette force mentale pour pouvoir résister à tout ça, cette pression médiatique. Et le mec est toujours là, il fait une grosse saison. Après, on commençait à parler de ses forces. C'est un mec qui aujourd'hui est capable d'aller choper des rebonds offensifs, on met du putback dedans avec un haut pourcentage. Mais c'est plutôt un mec qui va être sur des courtes distances de tir avec une bonne adresse, qui peut s'éloigner aussi, shooter à 3 points, même si aujourd'hui c'est pas quelque chose qui est une grosse force pour lui, mais à sa taille, sortir comme ça pour pouvoir shooter à l'extérieur, quand on voit qu'à 18 ans il est capable de faire ça, on peut tout anticiper. Et après, voilà, il a d'autres choses à travailler, mais aujourd'hui, on peut dire qu'avec Zachary, c'est un de nos plus grands prospects, qui a découvert l'équipe de France assez tard, pendant la période Covid aussi. Donc voilà, il y a tout un processus, lui, vraiment différent de tous ses compères qui ont été dans le cursus Pôle France, équipe de France jeune, etc. Lui a refusé carrément d'entrer au Pôle France suite aux certains problèmes que son frère avait eu de physique. Donc voilà, c'est vraiment un choix de carrière différent qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais finalement, il revient dans ce cursus-là et on est content qu'il soit français, quoi. Ouais. Moi, ce que j'aime bien aussi avec ce joueur-là, tu l'as bien dit, Romain, c'est qu'aujourd'hui, tu as raison. Le tir à 3 points, il n'est même pas à 30%. Il est capable d'en mettre. Au lancer franc, il est à, je crois, 66-67%. Mais moi, quand je regarde jouer Alexandre Sarr, je me projette dans 5 ans, je me dis, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire sur un terrain. Shoot à 3 points, il pourra le faire. De manière assez correcte. Ça sera pas Ryan Anderson, tu vois, mais c'est une arme qu'il aura en magasin. Le mi-distance, il l'a déjà plutôt pas mal. C'est un truc qu'il va pouvoir vraiment maîtriser un peu à la Garnett. Il a déjà ces trucs à la Garnett. Moi, il n'y a rien que je vois sur un terrain de basket que ce mec-là, à terme, ne pourra pas faire. Et ça, je trouve que c'est quand même une énorme qualité de se dire, tu vois, souvent, tu es là, le tir à 3 points, ou le tir extérieur, chez certains, ça part de très, très loin. Et donc, on va le bosser, mais on ne sait pas si on va y arriver. Moi, je suis persuadé que lui, il aura un tir extérieur, et je pense mi-distance, et à 3 points fiable. C'est quoi, c'est la forme de son shoot qui te fait penser ça ? La forme, alors des fois, ça fait un peu catapulte encore, un peu, mais je trouve que déjà, tu as raison, il a une gestuelle, et puis je te dis, il est à 29 et quelques pourcents, donc ça veut dire qu'il en prend et qu'il en met. Donc quand à 18 ans, 19 ans, t'en mets des tirs à 3 points, Romain, tu le sais, t'es passé à l'INSEP, tu sais comment les grands, tu l'as dit tout à l'heure, sur la coordination, ça prend plus de temps que les autres. Ben, quand à 18 ans, tu es capable de mettre des tirs à 3 points en pro, même avec un faible pourcentage, moins de 30%, ben, ça veut dire quand même que tu en prends en confiance et que tu es capable d'en mettre. Donc forcément, ça va forcément évoluer.
Ouais, clairement. Et puis, comme tu dis, ça fait 29% sur la saison. C'est des tirs ouverts. Alors oui, il y a le côté un peu catapulte, il y a le côté un peu lenteur de tir, alors qu'il l'a pas sur ses jumpers après dribble. Donc c'est du travail, mais quand tu l'as, on voit Rudy, on s'amuse à rigoler de Rudy qui fait ses shoots aujourd'hui à 3 points, etc., même s'il les met. Mais en fait, quand tu l'as plus tôt, automatiquement, avec les années qu'il va avoir derrière, ça va s'améliorer et ça va être, lui, un point essentiel. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on va parler du 4 ? Est-ce qu'on va parler du poste 5 ? Lui, il va avoir l'avantage de pouvoir faire ça, même si aujourd'hui, en tant que poste 5, son physique ne lui permet pas encore de pouvoir vraiment être efficace, poster, jouer au contact. Donc il y a encore des choses à travailler, mais on parle d'un mec encore une fois qui a 18 ans. On va chercher quelques petits points à améliorer, mais c'est vrai que une équipe NBA peut construire autour de lui. Je pense sur une draft assez haute et donc du coup après anticiper de comment le mettre en valeur sur un système de jeu. Il a toutes les qualités, de toute façon, il coche toutes les cases du basketteur moderne pour la NBA. Et puis, c'est d'abord un athlète, c'est important de le souligner. C'est la première chose que tu vois en regardant avec ça. C'est un énorme athlète. Et là, on s'est attardé un petit peu sur son tir extérieur qui va progresser, mais c'est pas là où on va l'atteindre. Pour moi, ça serait une corde en plus à son arc. Très bien, allons-y. Alors sur ses qualités aujourd'hui, parce que le but c'est aussi de se projeter un petit peu, mais à l'heure actuelle, ce qu'on a vu de son parcours en jeune, puis ensuite en professionnel, voilà d'abord ses stats. 24 matchs de saison régulière en NBL, il vient de se faire sortir là en play-off en Australie, presque 10 points, 4 rebonds, 1,3 comptes sur un tout petit temps de jeu en global. Je rappelle aussi qu'il a été blessé une bonne partie de la saison. Romain, tu pourras nous en parler. Voici les points forts qu'on a voulu mettre en avant. La protection du cercle. Déjà la défense et les switches défensifs. On peut s'arrêter sur l'aspect défensif d'Alexar. On l'a dit, c'est un athlète, mais c'est aussi un mec qui aime défendre. Alors, on a tous en tête Victor, qui est un fric défensif, enfin un fric tout court d'ailleurs, mais lui aussi, il est dans ce truc-là, longiligne, bon contreur et qui a du jump. C'est son petit frère, C'est un petit peu. Alors, c'est Olivier, son grand frère. Ouais, pardon. Sacrée famille. Non, donc il est fort défensivement sur des choses de grand. La verticalité, de la protection de cercle. Mais après, c'est quand même un mec aussi qui est pas raide. Romain en parlait, il est quand même plutôt mobile, agile avec son corps. Donc il est capable de baisser son cul par terre et d'aller défendre sur des petits avec une grande envergure. Donc encore dans ce basket ultra moderne où on switch surtout. Et au plus t'es grand et au plus tu peux défendre sur des petits, au plus t'as des options. Et au plus défensivement, pour les attaquants adverses, c'est un casse-tête. Romain, sur l'aspect défensif, il y a un côté, sur l'aspect défensif, il peut défendre en fait il peut switcher sur tout, ça c'est un avantage parce qu'il est assez long, latéralement il peut tenir. Après ça reste un grand, donc c'est assez complexe de tenir un petit qui speed autour après un pic. Non, après je pense en termes de physique. Il a encore un peu de mal sur les arrêts, les changements de direction, mais bon, c'est vraiment sa mobilité qui est extraordinaire vu sa taille, parce qu'encore une fois, quand on voit sa taille, nous on parle de mobilité, on imagine c'est nous sur le terrain, mais bon, c'est pas la même chose avec Victor et lui aussi. Donc non, il y a ça. Après, il y a un côté raide un peu du haut du corps parce qu'il a beaucoup travaillé le bas, donc automatiquement le haut du corps va venir après. Il est encore jeune, la NBA n'est pas encore arrivée, donc vraiment la charge de travail aussi va arriver. Mais le fait d'être prêt et d'avoir eu un entourage qui l'a tenu prêt aussi fait que les blessures, certes, elles sont là. Il a encore eu un peu de mal à revenir à chaque fois de blessure et j'en parlais avec son préparateur physique. Il est encore limité sur 10-12 matchs. Ça commence à être un peu dur à ce moment-là s'il enchaîne du temps de jeu, etc. Donc c'est pour ça que là, ça a été bien aussi en Australie. Il a un jeu de temps assez limité, donc il peut anticiper, récupérer correctement. Donc à voir ce que ça peut donner sur des gros temps de jeu ou surtout beaucoup de matchs à NBA derrière. Mais voilà, c'est des petites choses à travailler, mais ça fait partie d'un processus classique pour un jeune joueur d'amélioration derrière, quoi. Allez, on continue sur ces points forts actuels qu'on va regarder ensemble. On va parler de la défense, bien sûr, c'est l'un des gros atouts. Pourquoi il est si haut dans les mock drafts, la défense. Mais l'attaque aussi, il y a pas mal de choses à dire. Le jumper avec le dribble, ça c'est un truc qu'on le voit et qui est vachement surprenant, je trouve. Il est très bon dans la raquette une fois que tu arrives à le trouver. Alors bien sûr, proche du cercle, du dunk, du alley-oop, ça
c'est des choses qui paraissent évidentes, mais pour le coup, lui, il l'a bien, la mobilité aussi, et le jeu sans ballon aussi, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, on va pas lui demander de créer son tir, ni sur du face-up, ni sur du poste bas, Erwan. Non, mais c'est pas ce qu'on attend de lui dans les premières années. Non, en tout mais cas. souvent des joueurs comme ça, athlètes, plus, bah, la compréhension du jeu vient un peu plus tard, ou d'ailleurs pour certains ne vient jamais. Romain, arrête-moi si je me trompe, j'ai l'impression que ce garçon, il a quand même un sens du jeu, du placement, même un sens de la passe. Quand c'est fermé en bas, il va pas spécialement forcer, il arrive à trouver des bonnes passes, à bien ressortir les ballons. Je trouve, quand je le vois jouer, qu'il a un vrai sens du jeu, quoi. Je trouve aussi, et c'est même un très bon sens du jeu parce qu'il sait jouer sans ballon. En fait, tu le vois dans ses déplacements, il va demander le ballon. C'est souvent difficile quand tu es ces postes 4-5, quand tu as des joueurs extérieurs qui tiennent le ballon, de se dire bon, c'est quoi les bons espaces. Déjà, il faut les choisir. Et ça reste du cul-basket, de pouvoir choisir les bons espaces pour pas bloquer les axes de pénétration, etc. Donc, lui, il est souvent efficace, même derrière le coup du défenseur. Donc ça, c'est du cul-basket. Dès qu'on commence à rentrer dans ces trucs-là, ça peut se faire naturellement, mais même si ça se voit naturellement et ça se fait naturellement, ça reste de la compréhension du jeu. Et Alex, même sur ses derniers matchs, on est quand même en play-off australien, il était présent et ses points, c'était du bon pourcentage. Et ça reste des déplacements que lui fait tout seul. C'est pas forcément de la création, à part les alley-oops, les contre-attaques où il est capable de finir du fast break assez rapidement aussi. Ça reste quand même de l'intelligence de jeu et ça, c'est intéressant sur un profil comme ça de joueur. Ok, très bien. Maintenant, on va se projeter un petit peu sur les points améliorés et donc sur ce qu'on va attendre de lui en NBA parce qu'on l'a posé la question tout à l'heure sur le poste 4 et 5. Moi, j'ai mon avis, j'attends d'avoir le tien aussi, Erwan. Les points à améliorer dans le futur pour lui en NBA, la pose d'écran, ça vient avec la muscu et le physique, hein, on est d'accord. La lenteur du tir, surtout sur le tir à 3 points, il y a clairement une fluidité à aller chercher. Mais ça, encore une fois, c'est avec le temps. Le jeu poste bas, pour l'instant, il en fait absolument pas. Donc, à voir si c'est un truc qu'il arrive à développer. Et enfin, la régularité. Mais ça, c'est des choses normales pour un joueur de son âge. Moi, je voudrais revenir sur le physique et forcément prendre un exemple, son frère Olivier, hein, qui en partant de l'INSEP était ultra filiforme. C'est des filiformes de Tout à fait. base. Même après 4 ans à Wake Forest et 1 an donc à Kentucky, quand il rentre en NBA, il n'est pas ultra gaillard. Et c'est après une saison à OKC que là, quand il est revenu pour la deuxième fois au OKC, où là, j'ai vu une évolution physique. Donc, voilà, il va falloir aussi être patient là-dessus pour lui, parce que ça sert à rien des mecs filiformes de vouloir en faire des buffs. Et je crois que le meilleur exemple de tous, c'est Victor Wembanyama. Donc oui, il va souffrir sur ses premiers mois en NBA physiquement. Aujourd'hui, pour moi, il ne peut pas jouer 5, en tout cas sur un poste 5 qui peut être un ancrage bas, qui peut poser des écrans, parce qu'il n'a pas encore la caisse, parce que quand même poser des écrans sur des postes 2-3 qui soulèvent 160 kg en muscu, ben c'est compliqué, mais il va apprendre le métier, et puis ça va lui faire mal, et puis au bout d'un moment, ça fait moins mal. Clairement. Dans les axes à améliorer, il y a quelque chose aussi qui est intéressant pour un joueur de 18 ans. Romain, c'est la mentalité. C'est quel genre de jeune joueur, Alex, à l'heure actuelle? Alex, il a un côté, en fait, il a besoin d'être missionné, en fait. Il a besoin d'avoir confiance avec le coach, des relations, que ce qu'il fait sur le terrain, ça soit sensé et qu'ils le comprennent. On parle d'intelligence de jeu. Il y a des joueurs, en fait, qui n'ont pas besoin de ça. On leur donne un système, on leur dit tu vas prendre le ballon là et il n'y a pas de souci, moi je m'en fous, je prends le tir, et puis, etc. Lui, il a besoin de comprendre, donc ça veut dire aussi qu'il va s'adapter au jeu, aux joueurs qu'il a autour, au système qu'il va avoir ensemble avec ses coéquipiers. Donc il y a un côté comme ça chez lui, et il y a un côté aussi, il va être très proche de ses teammates. Ça va être quelqu'un qui va assez bien avoir une relation à la fois avec le staff, mais à la fois avec ses coéquipiers. Donc tout ça fait que il faut qu'il ait un environnement aussi sujet à la performance pour pouvoir être libéré. Et c'est un joueur de flash. On est d'accord que c'est un mec qui aime faire le show. Donc, si tout ça est dedans, on va avoir un joueur qui va être libéré et qui va perf, tout simplement. Donc, ouais, clairement, il est dans ça. Bon, très bien, on se projette sur la suite de la NBA, du coup. Aujourd'hui, annoncé 2 derrière Zachary. J'ai l'impression que, par rapport à Zachary, par exemple, où on va se poser la question, s'il est numéro 1 draft, quelles conséquences ça peut avoir? Alex, lui, s'il est numéro 1, je pense qu'il est... Enfin, je sais pas s'il est prêt, parce qu'on ne saura qu'une fois qu'il le sera, mais j'ai moins d'inquiétude, entre guillemets.
Ah bon, pourquoi? Bah, j'ai l'impression que le fait qu'il ait beaucoup voyagé, qu'il se soit déraciné entre guillemets en Espagne, aux États-Unis, il est déjà allé aux États-Unis. Le fameux changement d'aller là-bas, on connaît bien sûr la pression du numéro 1 de draft. J'ai l'impression que lui, il sera peut-être plus amène de répondre aux attentes l'année prochaine, même si ça reste évidemment un joueur qui doit se développer. À ça, tu peux rajouter que c'est un grand et qu'on a toujours plus de patience avec les grands, Ok. même en NBA où on est très très impatient. Oui, tu as raison. Après les grands, il y a toujours énormément. De toute façon, un numéro 1 de draft, il y a toujours de l'attente. Mais je vois l'idée de ce que tu veux dire. On ira plus dans le détail avec Zachary tout à l'heure. Mais oui, en tout cas, par son parcours, tu as raison. Il est plus déraciné naturellement que ce que peut être Zachary. Ok, alors j'enchaîne sur une autre question. Souvent, on se pose cette interrogation sur les joueurs qui vont à NBA sans avoir dominé. Est-ce que tu considères que son passage en Australie est réussi? Est-ce qu'il a fait partie des meilleurs joueurs du championnat australien et c'est pas simplement un prospect? Ron, il a fait une dinguerie, mais vas-y Romain, je t'en prie. Il a fait une dinguerie. Son passage est réussi. C'est compliqué d'arriver dans un championnat qu'on ne connaît pas. Même si, comme tu disais, il a vadrouillé dans plusieurs championnats, il a l'habitude de ça, de cette adaptation. Donc oui, j'ai envie de te dire, il y avait une pression, il a eu des choix à faire. Et puis aujourd'hui, en fait, on a eu la NBA qui était totalement derrière lui pendant une période de l'année, avec des gros flashs. Donc ouais, ça reste une bonne saison. Après, tu peux toujours parler collectif, tu peux toujours te dire, bon, mais s'il a eu de l'impact, il serait allé plus loin. Mais on n'est pas à ça. En tout cas, sa décision de partir là-bas, c'était vraiment un choix réfléchi avec ses proches, avec ses agents. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est une réussite. Après, l'avantage et l'inconvénient qu'il va avoir, c'est que là, sa saison est finie. Il va avoir 2-3 mois où il va pouvoir faire redescendre la pression et surtout avoir la paix des médias. Mais de notre côté, c'est se préparer à cet événement aussi, c'est réfléchir, anticiper, qu'est-ce que je dois bosser pour être prêt. Donc côté, voilà, il y a du pour, il y a du contre, mais pour moi, c'est une très bonne saison aujourd'hui. Il a confirmé le potentiel qu'il avait aux États-Unis la saison précédente. Alors, les dates importantes, tu as raison de préciser tout ça. N'hésite pas à l'éteindre, hein, c'est pas grave, Erwan. Hein. Éteins-la, la télé. Ils vont s'en occuper. Ils sont dessus, bon, très bien. Très bien. Le 12 mai, c'est à la loterie. Donc, on saura l'ordre des équipes qui vont drafter. Et puis, la draft se passera sur 2 jours maintenant, 26 et 27 juin. Donc, il y a aussi le temps de gamberger pour quelqu'un qui est loin de ces échéances-là, pour notre ami Alex Sarr. On vous a fait un petit tableau pour essayer vraiment de se projeter sur ce qui peut se passer en NBA. Alors là, on est vraiment dans les projections hautes. Beaucoup parlent de lui comme un potentiel All-Star. Quand je dis potentiel, c'est s'il exploite ce potentiel. Donc c'est peut-être une infime chance, vous allez me dire ce que vous en pensez. Son style, bien sûr, un two-way player, donc on a dit des vraies qualités en défense. Et s'il arrive à développer son jeu d'attaque, au-delà des capacités sur pick and roll, un tir extérieur pourra lui permettre de ressembler à un joueur comme Jared Jackson Jr. Qu'est-ce que tu en penses, Erwan? Ouais, dans le côté two-way, j'aime bien. Dans le côté impact défensif, j'aime bien. Dans le côté, pour l'instant, après, le souci avec Jaren Jackson Jr., c'est que naturellement, il a plus de post-up que Alex Sarr, et c'est un shooter plus naturel. Jaren Jackson Jr. est un shooter naturel. Donc voilà, après, en tout cas, c'est les bons exemples à suivre. Clairement, il faut se baser sur ça pour espérer son seuil plafond. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Romain? Est-ce qu'on peut imaginer qu'Alex un jour soit All-Star en NBA? Je pense, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, dans une équipe faite pour lui, avec une bonne progression constante, aujourd'hui, on a des joueurs, on a des Vucevic, on a des Rudy qui ont apporté quelque chose de plus. Mais finalement, quand tu vois le All-Star Game, qui est un spectacle, etc., des joueurs comme ça qui y vont, c'est qu'ils ont performé dans ce qu'ils savent faire. Ils n'ont pas réimaginé leur jeu. Donc aujourd'hui, s'il arrive à trouver son point fort et vraiment performer en NBA, je vois pas pourquoi un profil comme ça ne peut pas essayer d'être All-Star dans sa carrière. Donc oui, pourquoi pas, c'est un profil en tout cas qui peut accéder à ça. Très bien. Alors je vous pose une autre question maintenant, messieurs. Qu'est-ce qu'on va espérer dès l'année prochaine pour lui? On l'a dit, c'est un projet, il est grand, il est jeune, etc. Erwan, mais qu'est-ce qu'on peut espérer? Tu as dit que tu voulais pas le voir sur un poste 5 dans un premier temps, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as envie de voir de lui? J'ai envie qu'il joue. Moi, honnêtement, là, avec ce qu'on vient de vivre,
avec nos 4 derniers jeunes français en NBA qui ont été draftés, hormis Bilal et Victor cette année qui changent un petit peu la courbe. Moi, je veux qu'il joue. Moi, je veux que ce garçon-là se trouve dans une équipe qui compte sur lui, qui soit sur le parquet. Alors aujourd'hui, les minutes qu'ont pris Bilal et Victor, on passe de rien à tout, à beaucoup de choses en tout cas. Donc peut-être un compromis entre les deux. Je ne sais pas s'il pourra jouer 25 minutes dès la saison prochaine. Romain nous a expliqué tout à l'heure que l'enchaînement des matchs, que un temps de jeu important, j'ai du mal à croire que de passer de 17 minutes, en Australie avec moins de matchs à 25 en NBA en jouant 3 matchs par semaine, il puisse l'encaisser tout de suite. On rappelle que Victor, avec les Mets, il jouait 30 minutes et il est allé au bout. Mais en tout cas, voilà... être sur le terrain, 15, 20 minutes, les bons soirs 25, et puis d'autres un peu plus au repos, mais il faut qu'il soit sur le terrain. Aujourd'hui, on peut me chanter la messe 20 fois, me dire qu'il travaille avec un coach perso, papati, nanana, au bout d'un moment, tout ce qu'on voit de ces 10 dernières années, c'est que quand tu es sur le terrain, tu progresses 1000 fois plus que quand tu es avec un coach perso qui est sur Instagram à t'inventer des vies. Il faut être sur le putain de parquet pour progresser. Voilà. Bon, j'imagine, Romain, que tu vas dire la même chose. Tu as envie de le voir sur le terrain. Mais alors, je pousse la question un petit peu plus loin. Quel type de joueur on peut espérer lors de sa saison rookie ? Écoutez, le plus dur, c'est la NBA, ça reste un milieu très difficile. On a le monde du bisounours en se disant waouh, on va à NBA, tout va réussir, mais on se fait drafter. Ça veut dire qu'il y en a 30 qui dégagent minimum de NBA à ce moment-là. Et puis les mecs, les Américains, les Européens, on voit encore sur les déclarations des anciens joueurs qui sont là à dire on veut plus d'Européens aux States. C'est la guerre, quoi. Il faut être prêt. Et on a des jeunes joueurs, nous, qui arrivent, c'est 18 piges, quoi. Donc je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, Alex a ce côté, il connaît les États-Unis, il connaît la médiatisation, je pense qu'il sera prêt à ça, donc c'est un avantage. Derrière, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue et je pense qu'il a l'expérience de son frère aussi, qui a même fait des perfs en NBA, mais qui finalement a du mal à trouver à chaque fois des contrats. Donc ça reste une chance. Il faut être là au bon moment. Il y a un bon timing et on a vu Gershon aujourd'hui, qui est un très grand joueur européen dans une grande équipe, qui finalement n'est pas arrivé au bon moment et aujourd'hui on imagine qu'il pourrait jouer à NBA dans une équipe sans souci. Donc ça reste il faut être prêt au bon moment et je pense que voilà, il faut qu'il joue, comme dit Erwan. C'est l'essentiel pour que il voit ce qu'est faire une saison à 80 matchs, même en restant sur le banc, quoi. Après, quand tu es drafté 1, 2, allez, 3, 4 ou 5, bon, en général, au moins la première année, voire les 2 premières, tu joues. Oui, on te fait confiance, quoi. Au moins la première année sûre, on te met sur le terrain, sauf si tu fais des dingueries, mais on vient de le dire, c'est pas le genre de la maison. Tu es drafté 1, 2, 3, tu joues. Anthony Bennett, il a joué. Hein. Oui, là, voilà. Et après, on a essayé. Au bout d'un moment, on a dit, bon, en fait, pardon, imposteur. Mais tu vas aller faire l'émission avec Squeezie. Mais finalement. Avec Squeezie oui, l'imposteur. Ah ouais. Oh la vache. Mais moi, je pense que là, quand je le vois haut comme ça sur la draft, 1, 2, même top 5, pour moi, il va jouer. Maintenant, où, quand, comment, avec qui, quel est le projet, c'est ça qui va être aussi intéressant. On va y revenir. Mais pour moi, déjà, là, on va parler de Rizaché tout à l'heure. Quand tu es drafté si haut, la première année, tu joues. En tout cas, sur le profil, avant que je te pose la question de l'environnement, Erwan, moi, j'ai envie que ce soit un poste 5. Hein. Il fait 2m16, il est grand, il est véloce, il a du jump. Moi, je l'imagine pas du tout poste 4. C'est intéressant. Je l'imagine pas du tout poste 4. Alors, ça dépend où il arrive, bien sûr. Non, mais surtout les postes. Moi, c'est un 5. Surtout et on l'a vu avec Victor cette année, le fantasme du poste 4 et tout, quand on l'a remis 5. Je te rejoins assez. Je reviens sur ce que j'ai dit, tu as raison. Après, je disais poste 5, il va souffrir physiquement. Oui, il faut qu'il apprenne un petit. Derek Lively, par exemple. Je prends Derek Lively, qui est un autre profil, rim runner, machin. Même lui, il a souffert, alors que. Exactement. Bon, il est grand, il y a du jump et tout. Il joue avec Luka. Et bon, on souhaite à Alex de jouer avec Luka. Mais ce que je veux dire, c'est que même ces mecs-là, on se pose pas la question de jouer 4 ou 5, mais il va souffrir à bout d'un moment. Parce qu'aujourd'hui, je poste 4, c'est défendre sur KD, c'est défendre sur LeBron James, oui. c'est défendre sur Giannis Antetokounmpo, sur Kawhi. Bon, aujourd'hui, le poste 4, en fait, depuis 10 ans, ce serait une vidéo parfaite d'ailleurs à faire, a tellement évolué. C'est maintenant des postes 3 ou des 4 filles, enfin bref. Donc c'est vrai que... Ça veut dire que pour l'instant, il y a aussi, c'est peut-être un souci à relever, Romain, c'est que, mine de rien, même s'il est haut, il va arriver dans un entre-deux. Il ne peut pas jouer complètement pivot parce qu'il va souffrir physiquement, mais il ne peut pas jouer 4 non plus parce qu'en face, c'est peut-être avec les meneurs les meilleurs postes de la ligue. Donc il va falloir là aussi, pour trouver son rôle et une place,
qui se situe. Alors, Erwan, garde la main. Dans quel... Ça vient. Ouais, tout à fait. Dans quel environnement tu as envie de le voir arriver? Encore une fois, 12 mai à la loterie, on en saura un petit peu plus. Moi, j'aimais bien l'idée des Nets. J'aimais bien l'idée des Nets ou de Toronto. Voilà. Avec Claxton, alors. Il est souvent, d'ailleurs, comparé à Nick Claxton, Alex Sarr. Je pense qu'il a quand même en magasin plus de qualité intrinsèque que Nick Claxton, qui est un défenseur besogneux. Sale mec en plus, pas sympa Nico Claxton. Mais qui est en pleine progression et tout, tu vois. Non, mais qui est en pleine progression, mais moi, les limites. Moi, ce que je vois, je te dis pas qu'aujourd'hui, Alex Sarr, tu le mets, les Nets vont mieux avec Alex Sarr qu'avec Claxton. Il a 4 ou 5 ans de NBA, l'autre. Par contre, le potentiel d'Alex Sarr, pour moi, de basketteur, on s'est posé la question et tu semblais pas contre l'idée qu'il puisse un jour être All-Star. Nick Claxton, je peux te dire qu'il sera pas All-Star. Je te le dis d'entrée. Ok, très bien, voilà. Très bien. Et puis ce sera improbable qu'ils le prennent là pour le coup. Et puis surtout, c'est le. Non, mais je parlais du profil. Après, ceux qui peuvent avoir un choix de draft, c'est Toronto. Toronto qui est en plus une franchise qui bosse bien. Où là aussi, il peut être derrière un espèce de papa avec l'Autrichien Potel. C'est bien. J'aime aussi l'idée qu'il soit derrière. Ils ont aussi Olynyk, qu'ils ont prolongé. Oui, mais. Je te les donne des infos comme ça. Très bien, mais tu fais bien. Mais moi, j'aime qu'il y ait l'idée des papas, qu'il ait un peu des mecs, un peu d'expérience devant lui, qui ne soient pas non plus des mecs qui vont le boucher, le barrer. Mais j'aime qu'il ait l'idée qu'il ne soit pas le seul intérieur un peu livré à lui-même. Ok. Romain, tu as un environnement, une équipe, là, comme ça, vraiment... De tête, là, en fait, c'est plus l'environnement du staff qu'il a besoin d'avoir. Une équipe en tête, pas forcément, mais avec... Je pense qu'il faut quand même un meneur qui lui file des gonfles parce que ça va être compliqué, même s'il est capable d'aller chercher ses rebonds et remettre dedans assez souvent. La NBA, c'est assez ouvert sur ça, donc il va se régaler facilement sur ça. Mais ouais, vraiment un staff qui est capable de prendre et d'y apprendre le métier et peut-être avec des papas derrière aussi qui sont là pour le mentorer sur ses premières saisons. Donc, il ne faut pas qu'il soit dans une grosse team avec un gros pivot derrière et qui joue pas, quoi. Bon, de toute façon, c'est le risque, quoi. Il risque grandement d'être sur le podium. Hein. Donc, on parle des Wizards, des Pistons, des Spurs, des Hornets, des Blazers. Voilà, c'est ces équipes qui reviennent. Pistons, c'est relou, tu vois. Ouais, Jalen Duren. On a déjà vu les Français là-bas. En plus, déjà, il y a l'histoire des Français là-bas. Puis il y a Jalen Duren, qui est un jeune pivot, qui est en train de se faire une place, qui est un monstre physique déjà prêt. Voilà, au-delà du. Je serais pas. Tu vois, ça m'emballe pas les Pistons. Ouais, ça me va. Bon, voilà, en tout cas, on a fait le tour sur Alex Sarr. On a été très complet sur son profil, sur les attentes qu'on a aussi. On voit tous vraiment un avenir brillant pour Alex en NBA. Maintenant, il n'y a plus qu'une belle préparation. Draft Combine qui va arriver aussi prochainement. Et puis la loterie, on verra déjà qui sera en possibilité d'avoir le choix numéro 1. On rappelle que c'est une draft assez faible. Cette année, il n'y a pas d'énormes prospects qui se détachent par rapport aux autres. C'est aussi pour ça que nos Frenchies sont très nombreux dans le top 10. Pas qu'ils ne soient pas bons, hein, mais que ça manque d'une star éclatante comme a pu l'être Victor l'année dernière, sans aucun doute. Tu veux finir sur un truc? Ouais, puis ça fera une nouvelle paire de brothers en NBA. On sait Tout à fait. C'est qu'il y en a de plus en plus. Là, ça ferait une nouvelle paire. Et la première française, évidemment. Absolument. Bon, voilà pour Alex Sarr. Si tu nous regardes sur YouTube, je te le dis tout de suite, hein, on enchaîne avec un autre joueur français. Et le deuxième joueur français, ça va être Melvin Aginsa, pardon.